depuis quelques années, 2 ans et demi pour être précise, je suis à Clermont-Ferrand à l'Institut Pascal et je fais une thèse. Et au cours de ma thèse, je m'intéresse à la croissance des plantes dans l'espace. Florence, c'est à toi. Ok, très bien. Donc je m'appelle Florence et moi je suis pas du tout scientifique ni ingénieure. J'ai pas ce parcours-là. Moi j'ai une formation artistique puisque je suis comédienne et je suis auteure. J'ai commencé ma carrière à la télé sur France 5 et ensuite j'ai continué sur France Inter dans l'émission La Tête au carré que vous connaissez peut-être. J'ai été chroniqueuse pendant 2 ans et j'ai une chaîne YouTube aussi où je fais l'andouille devant une caméra avec un extraterrestre et en fait ça fait 4 ans maintenant que je mets mes compétences artistiques au service de la diffusion de la culture scientifique. Donc voilà, sans bagage scientifique ni rien. Alors que Lucie est bien ingénieure, elle est scientifique. Donc voilà, on est complètement différentes toutes les deux. Donc pourquoi être ensemble ici ce soir? Bonne question. Donc la raison, c'est qu'il y a 2 ans, en fait, on s'est retrouvés sur Mars ensemble. Alors sur Mars, pas exactement. On était à la Mars Desert Research Station dans l'Utah. C'est une base qui est gérée par la Mars Society et qui se trouve aux États-Unis. Cette base, comme de nombreuses autres dans le monde, c'est une base qui permet de faire des simulations de missions sur Mars, des missions dites analogues. Et le principe de ces missions, c'est qu'on va tester certains aspects qu'on retrouvera dans des missions habitées martiennes, puisque là il s'agit d'une simulation martienne, en environnement quasi réel. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas tester, c'est une simulation. Alors, pour ces simulations-là, un des paramètres qu'on retrouve souvent, c'est la similitude avec le paysage. Là, c'est une vue de notre hublot dans l'Utah. Donc vous voyez du sable rouge, des collines qui peuvent faire penser aux collines martiennes. Et puis, l'isolement. Un isolement total, parce que là, on est à plusieurs centaines de kilomètres du premier hôpital. Et on le voit sur cette photo, pas de vie animale, pas de vie végétale et aucun signe d'activité humaine autour de nous. Donc on a passé comme ça 2 semaines, donc c'était une simulation relativement courte, entourée de 4 autres personnes, des personnes qui avaient toutes des formations différentes, des nationalités différentes. On avait 4 nationalités dans notre équipe. Et on avait tous un ou plusieurs projets de recherche individuels ou alors qu'on faisait en groupe. Ah oui, pardon, excusez-moi, je pensais que tu avais encore des choses à dire. On va se rôder au bout d'un moment, hein. C'est parce qu'on est un petit peu stressé, vous êtes nombreux, il y a Roland Lehoucq dans la salle, moi voilà, au bout d'un moment c'est compliqué. Donc voilà, effectivement on a fait cette mission, donc c'était il y a 2 ans, c'était en 2015. On était donc 6 et il y avait plusieurs nationalités différentes. Là, on voit pas beaucoup parce que la photo était un peu floue, mais on était 4 filles et 2 garçons. Et il y avait 2 Portugais, dis-moi si je me trompe Lucie, hein, une américaine, donc on était les 2 françaises et une suédoise. Et il se trouve que ça sera sans doute le cas des futures missions habitées sur Mars. Il est fort probable, une mission habitée sur Mars, ça coûtera énormément cher. Ça se compte en dizaines de milliards, voire en centaines de milliards de dollars. Et donc, a priori, la NASA toute seule ne le fera pas. Donc il faudra se mettre tous ensemble, toutes les agences spatiales, avec le privé aussi. Et dans cette équipe, voilà, on était plusieurs nationalités, ils avaient tous des projets de recherche, sauf moi qui ne suis pas scientifique et qui était là en tant que crew journalist. Donc mon job, c'était de communiquer sur ce qu'on faisait dans la mission, voilà, au jour le jour. Et justement, moi j'essaye non seulement de diffuser la culture scientifique, mais aussi de donner de ma personne pour aider, pour engranger des données pour les futures missions habitées. C'est pour ça que j'ai fait cette mission. Et j'ai aussi d'autres manières de diffuser la culture scientifique, à part envoyer des vidéos et des blogs depuis Mars, entre guillemets, c'est d'en faire par exemple une BD. Et il se trouve que il y a c'était l'année dernière d'ailleurs, je crois, non, c'était il y a 2 ans, on m'a contacté pour faire une bande dessinée qui mêlait fiction et vulgarisation. Alors le sujet s'est imposé évidemment, je rentrais de la mission, je dis voilà, j'aimerais bien faire quelque chose sur Mars. Et donc voilà, ok, faire une BD sur Mars qui mêle fiction et vulgarisation, c'est un peu large. Il faut choisir un angle, un sujet, des personnages, etc. Et donc je me suis dit voilà, je vais raconter la première semaine de la première mission habitée sur Mars. Et
Et comme c'est une mission habitée, il y a donc des gens dedans. Et je me suis dit, puisqu'on était 6 chez MDRS, donc ça s'appelle MDRS, je me suis dit, je vais faire un équipage de 6 personnes, ce qui n'est pas incongru. Hein. A priori, c'est un chiffre qui peut se retrouver dans les futures missions. Donc du coup, j'ai mes 6 personnages. Voilà, merci. Alors je vous les présente. De gauche à droite, on a Tsiku qui est chinoise et qui est ingénieure. Ensuite, on a Josh et Sam qui sont américains. Puis Elena qui est russe, Nikash qui est indien et Jeanne qui est française. Donc on a toutes les nationalités qui viennent des grandes puissances spatiales qu'il y a aujourd'hui. Donc les États-Unis représentés par 2 personnes, la Russie évidemment, l'Europe avec Jeanne qui est française, et puis l'Inde et la Chine qui sont les éléments qui montent en ce moment dans l'industrie du spatial. Sachant que mon scénario se passe en 2080. Donc c'est pas demain, on va dire c'est après-demain. Donc j'ai essayé de prendre ce qui se passe aujourd'hui et de tirer un petit peu pour faire un scénario qui soit vraiment aussi crédible que possible. Voilà, c'est de la science-fiction parce que ça passe dans le futur, mais c'est basé sur des faits réels et sur ce qui pourrait éventuellement se passer dans le futur. Mais alors du coup, oui, si vous m'avez croisé cette semaine, vous pouvez remarquer que le personnage de Jeanne, il me ressemble un peu. C'est pas faux, hein. C'est fait exprès en fait même. C'est une sorte de double de moi du futur. Elle s'est appelée Flo très très longtemps, mais en fait c'est un petit peu bizarre. Donc du coup on l'a appelée Jeanne, c'est mon 3e prénom. Voilà. Donc en fait, Lucie et moi, on a fait cette mission ensemble il y a 2 ans qui était MDRS dans le désert de l'Utah. Donc ça, c'est ce qu'on a en commun. Mais on a aussi fait d'autres choses pour engranger des données justement pour aider, pour donner notre personne pour les futures missions habitées vers Mars. Moi, j'ai participé à un projet qui s'appelle Mars One, mais je vais y revenir. Et Lucie a fait un autre projet de mission analogue. Voilà. Parce que pour les futures missions habitées martiennes, ou dans le reste du système solaire, une des grandes inconnues qu'on a encore à l'heure actuelle, c'est la psychologie des équipages. Comment un équipage va se comporter pendant plusieurs mois hors de la Terre, comment ils vont interagir, comment ça va affecter la performance de chaque individu et comment ça va affecter la mission dans son ensemble. Et pour ça, on a décidé l'une et l'autre de contribuer activement, donc on donne de notre personne. On aime bien s'enfermer dans des endroits pendant plusieurs semaines. Et donc, on a fait cette première mission ensemble de 2 semaines dans l'Utah. Moi, c'était ma 2e dans cette base-là. Et puis, ensuite, donc en 2014, il y a 3 ans, j'ai participé à une mission qui s'est déroulée à Hawaï. C'était sur la base HI-SEAS. Donc là, la particularité, c'est que c'était une mission financée par la NASA, qui était orchestrée par l'Université de Hawaï, dont nous étions les cobayes. Vraiment, on a été sélectionnés pour faire une étude psychologique et il y avait des équipes donc, de chercheurs en psychologie dans plein d'universités américaines et ailleurs qui nous observaient. On avait énormément de questionnaires à remplir, on avait des capteurs pour nous étudier un peu sous toutes les coutures et ça ressemblait à ça. Donc je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus parce que ce n'est pas le sujet principal de cette conférence, mais 2 mots, on était sur un volcan à 2500 mètres d'altitude, le volcan Mauna Loa. Au fond, là, vous voyez, c'est le Mauna Kea avec tous les télescopes. Donc on avait une vue qui était pas trop mal. Et ça ressemble à Mars. C'est rouge, c'est désertique. Le Mauna Loa, c'est un volcan qui est très jeune. La dernière éruption, c'est dans les années 80. Donc la vie n'a pas repris le dessus. Il n'y a pas de végétation apparente sur le Mauna Loa, ou en tout cas pas là où on était. Et puis, pas de vie animale. Bon, on a vu des araignées de temps en temps qui rentraient, mais c'était tout. Et pas d'activité humaine alentour. Donc on était isolés. Le premier hôpital était à 1h30. On était encore une équipe de 6, là. Et une des choses qui est difficile à gérer, ou en tout cas dont on n'a pas forcément l'habitude, c'est la promiscuité dans ce genre de mission. Donc là, j'ai mis en parallèle nos chambres dans l'Utah, nos chambres à Hawaï. Vous voyez, c'est des configurations similaires, des chambres qui se suivent avec des parois communes, des chambres qui ne sont pas très spacieuses. Là, c'est la chambre de Florence pendant notre mission dans l'Utah. Donc, dans l'Utah, c'est un petit peu plus spartiate que ce qu'on avait pendant ma mission à Hawaï les 4 mois. Là, donc, on a vraiment
C'est du camping, on a tout simplement un lit en bois avec les tapis de camping et un sac de couchage. À Hawaï, on avait un petit matelas en mousse. Dans tous les cas, on a une proximité très grande avec nos coéquipiers. On est isolé du reste de la société, mais en fait, on n'est jamais seul. On ne peut pas vraiment s'isoler. Donc on a passé 4 mois comme ça, très loin de tout, mais en même temps, jamais de possibilité de rester seul. Et donc même quand on fait du sport, le sport c'était quelque chose qui était essentiel parce que surtout sur la mission de 4 mois, 2 semaines sans sport, ça se gère. 4 mois sans sport, et quand je dis sans sport, c'est qu'on ne peut pas marcher plus de 10 mètres en ligne droite. Là, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué pour dormir le soir, parce que quand on n'a pas du tout d'activité physique, on s'endort un peu moins facilement. Et on a besoin de sommeil pour continuer à travailler sur nos projets de recherche. Et puis, il faut qu'on se maintienne en forme quand même. Et puis, pour être un petit peu plus réaliste avec des futures missions martiennes, le sport, il fera partie intégrante de ces missions-là. On est en gravité 38% celle de la Terre. Si on ne se maintient pas un minimum en forme, on va perdre tellement d'os et de masse musculaire qu'au retour sur Terre, on ne pourra plus marcher, surtout qu'il y aura eu un voyage de 6 à 8 mois en apesanteur entre-temps. Donc, le sport fera partie des missions martiennes. Peut-être pas aussi intensément que sur la station à l'heure actuelle, mais ce sera là. Alors le sport, là c'est dans l'Utah, on le faisait dans le laboratoire. Et là, à Hawaï, on était dans la pièce à vivre. Donc la particularité, c'est que si une personne décidait de faire du sport, notamment du tapis de course, tout le monde en profitait. Donc là, je parlais du tapis de course, mais là on était en train de faire un DVD Insanity. Donc on a le coach au milieu qui crie très fort tous les mouvements qu'on doit faire. Donc dès qu'on se mettait à faire ce DVD-là de sport, tout le reste de l'équipage en profitait. Donc encore une fois, on opte pour des stratégies. Soit le reste de l'équipage essaye de s'isoler, de se mettre dans sa chambre avec des boules caisses, soit participe à la séance de sport. Une particularité de ces missions, c'est les sorties en scaphandre. On est sur Mars, l'atmosphère est irrespirable, donc forcément, on sort seulement avec des scaphandres. Ça demande une petite préparation, des demandes de sortie à envoyer au sol, des rapports à faire après les missions, et puis des attentes dans les sas de décompression et repressurisation pour égaler les pressions. Donc là, encore une fois, il ne s'agit pas de prendre ses baskets, d'aller faire un tour pour se calmer, revenir, ça va mieux, je suis moins stressée, je peux gérer mes coéquipiers. Et puis bien sûr la nourriture. Alors ceux qui sont dans la salle, qui ont fait l'atelier Cuisiner sur Mars cette semaine, ont eu un aperçu de ce à quoi ça peut ressembler de cuisiner sur Mars. Là, c'était notre stock de nourriture pour les 4 mois, de la nourriture lyophilisée, non périssable, et on devait trier tout ça. Donc c'est aussi quelque chose qui est particulier de ces missions-là, et quelque chose qu'on doit apprendre à gérer pendant la mission et qui peut, à la longue, lasser les gens qui participent à ce genre de mission, étant donné qu'on a, par exemple, toutes les textures des aliments sont différentes. Les goûts vont être à peu près similaires, mais on va avoir les textures qui sont différentes. Ça peut jouer sur le moral d'un équipage. Au passage, la cuisine est très importante, puisque la nourriture est un élément très important. Ça a été montré dans certaines études sur des gens qui sont dans les sous-marins, sur les bateaux, ou alors dans des bases en Antarctique, qu'au bout d'un moment, quand leur nourriture, leur régime alimentaire est trop semblable tous les jours, ils se lassent, donc ils mangent moins. Comme ils mangent moins, ils perdent du poids, ils s'affaiblissent, et donc on a une mission de plusieurs milliards de dollars qui est en danger. Donc on va éviter ça pour les futures missions martiennes. La nourriture, ce n'est pas un aspect à négliger. Alors du coup, moi, j'ai pas fait de mission de 4 mois sur un volcan dans une île au milieu du Pacifique, mais j'ai participé à un projet qui s'appelle Mars One. Vous en avez peut-être déjà entendu parler dans les médias, ça a été très décrié.
Alors voilà, je l'annonce, j'ai été candidate. Bon, en même temps, j'ai été très médiatisée, donc c'est pas un secret, mais le principe de Mars One, c'est que c'est un ingénieur néerlandais qui était un petit peu embêté de voir que les agences spatiales se bougeaient pas les fesses pour aller sur Mars. Il s'est dit, je vais monter ma propre mission, et comme la principale difficulté, c'est d'en revenir de Mars, voilà, ça sera une mission en aller simple. Donc du coup, il a ouvert un appel à candidature au monde entier sur ces critères-là. Qui veut aller sur Mars en aller simple, qui veut aller s'y installer, y vivre, etc. Et donc on a été comme ça plus de 200 000 autour du monde à se porter candidat. Il fallait juste avoir plus de 18 ans et baragouiner un peu l'anglais. Et il se trouve que pour candidater à ce projet, il fallait remplir un dossier d'inscription, enfin un dossier de candidature en ligne, un peu comme font les véritables appels à candidature d'astronautes, c'est pareil. Donc voilà, c'était je ne sais plus combien de pages de dossier à remplir. Et puis il y avait autre chose, on devait faire une petite vidéo sur laquelle on devait montrer son sens de l'humour, entre autres, enfin dire pourquoi on avait envie de partir, etc., pourquoi on était le meilleur candidat, et montrer son sens de l'humour. Et au début, je me suis demandé, c'est un petit peu bizarre, pourquoi on a besoin de rigoler pour aller sur Mars, enfin, c'est vraiment une qualité qu'il faut. Et en fait, oui, je vais y revenir, mais en fait, donc, il se trouve que je ne suis plus candidate parce que je ne fais pas partie. Alors, ils sont plus que 100. On est passé de 200 000 à 100. Donc, en ce moment, ils sont encore 100. Il y aura encore d'autres étapes de sélection pour passer à 24. Et il y a un Français, d'ailleurs, sur les 100. Il y a encore un Français. Et moi, je me suis viandée à la dernière étape de sélection, enfin, la dernière pour moi, il y a 2 ans, voilà. Mais j'étais dans les 660 shortlistés, donc je suis très contente d'être arrivée jusque-là. Et donc, même si je n'ai pas fait de mission, même si je ne me suis pas entraînée, même si je n'ai pas rencontré les autres, ça m'a permis, en tant que candidate, de me poser des questions que je ne me serais jamais posées si je n'avais pas eu cette démarche. Mais des questions, alors évidemment pas scientifiques ni technologiques, des questions plutôt philosophiques, éthiques, ou des questions très très pratiques, comme la question du temps. Vous savez sans doute ici que sur Mars, les journées font 24 heures et 39 minutes. Mais alors du coup, comment on gère ces 39 minutes de plus sur une montre? Parce qu'une montre, c'est compliqué. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait de ces 39 minutes au début? Avant qu'on arrive, où est-ce qu'on les case dans une montre où, voilà, on fait le tour, mais c'est un chiffre rond. Et moi, je suis partie du principe dans mon scénario que voilà, les 39 minutes de rab, on les mettait à l'intérieur de la minute entre 23h et 23h01. Et que du coup, ces 39 minutes, elles servaient à chacun des membres d'équipage à faire quelque chose de secret. Parce que c'est important, les secrets, quand on est vraiment en conditions isolés et puis fermés les uns sur les autres, c'est important d'avoir un jardin secret et voilà, de s'isoler un petit peu des autres, d'avoir des activités solitaires. Donc je me suis dit, voilà, les 39 minutes martiennes, c'est fait pour se détendre chacun de son côté, des trucs qu'on fait en secret pour avoir des secrets les uns pour les autres. Et donc le personnage de Jeanne dans mon scénario, elle a entre autres la mission de gérer le temps, non seulement l'heure, mais aussi de faire un calendrier spécialement martien. Quand vous voyagez, par exemple, j'en sais rien, aux États-Unis ou en Chine, vous vous adaptez au fuseau horaire de là où vous allez. Vous ne restez pas à l'heure française, c'est ridicule. Donc du coup, comme Mars fait le tour du Soleil en à peu près 2 ans et qu'une journée dure 24 heures et 39 minutes, voilà, il va falloir un autre calendrier. Il va falloir inventer un autre calendrier, adapté à des humains, parce que évidemment les robots s'en fichent un peu, ils n'ont pas de risque de cycle circadien à tenir et tout. Donc voilà. Dans mon scénario, je me suis dit, voilà, c'est une des missions de Jeanne, en tant que martienne, de gérer le temps et de définir un calendrier purement martien et adapté aux humains. Et l'humour, justement. Alors l'humour, je me suis rendu compte que dans cette mission MDRS, que c'était vachement important, parce que souvent il y a des tensions, même en 15 jours, où des fois on est un peu fatigué, on est un peu stressé, et une bonne vanne, ça détend l'atmosphère, et c'est vachement important. Alors du coup, dans mon scénario, j'ai mis un des personnages, alors, ils ont tous le sens de l'humour évidemment, mais voilà, dans un scénario qui fait 120 pages, on n'a pas le temps de mettre beaucoup de détails, donc il y en a un particulièrement, qui est le petit rigolo de la bande. Voilà, donc j'ai inventé une vanne, voilà, alors c'est une case de la BD, c'est Nikash qui parle. Ici le DeLorean, une blague pour commencer la journée. Et Elena répond ici, Elena, on t'écoute tous. Alors, un marsonaute dit à un autre, un peu stressé, avant de sortir, t'inquiète, te mets pas la pression. Il suit son conseil et il meurt. Voilà, je suis ravie que ça vous fasse rire. Voilà, alors je ne vous raconte pas quelle est la réaction de ces petits camarades après cette vanne assez pourrie.
Mais voilà, je l'ai testé avant. Je me suis entourée de beaucoup de personnes pour écrire ce scénario, des spécialistes de Mars, et notamment Cyprien Verseux, qui est un autre Français et qui, à l'époque où j'écrivais ce scénario, était justement en mission à Hawaï, celle qu'a faite Lucie, sauf que lui, c'était 1 an. Et donc je la teste, je lui envoie un petit mail en lui disant Cyprien, est-ce que cette vanne te fait rire? Et en fait, il me répond quelques jours plus tard en me disant merci beaucoup, parce que justement, j'étais dans un moment où j'avais le moral un peu dans les chaussettes, où ça se passait pas bien, où j'étais un peu fatiguée. Et en fait, cette blague m'a fait vraiment pleurer de rire, et ça m'a fait beaucoup de bien parce que voilà, ça m'a redonné un peu de pêche, un peu de punch pour continuer la mission. Et donc, comme quoi, ça sert vraiment l'humour. Et je l'ai envoyé aussi à Lucie par texto. Et ça l'a fait marrer, donc c'était validé. Et voilà, je fais même valider mes vannes, quoi. Je fais valider les chiffres et les faits scientifiques, mais je fais même valider les blagues. Donc voilà. Donc du coup, ce qu'il y a, c'est que j'ai essayé, comme disait Lucie, il y a des trucs qu'on peut tester dans les simulations, dans les missions analogues, et il y a des choses qu'on ne peut pas tester. Et c'est vraiment la psychologie humaine. Si je peux me permettre, moi aussi j'ai un truc à dire sur l'humour. Ah, vas-y. Tu vas nous faire rigoler? Parce que, oui, non, mais parce que sur l'humour, pendant 4 mois, je pense qu'on n'a pas passé une seule journée sans se faire des blagues qui étaient plus ou moins bonnes, d'un niveau plus ou moins bas. J'ai pas dit d'un niveau plus ou moins haut, hein, j'ai bien dit d'un niveau plus ou moins bas, parce que bon, au bout d'un moment on est fatigué et c'est toujours les mêmes blagues qui nous font rire. Et puis un jour, voilà, je suis rentrée. Ah non, j'ai oublié. Je suis allée trop vite, en fait. Non, vas-y. Non, mais tu avais des choses à dire, mais je vous montrerai après. J'ai une petite blague qui m'a été faite, mais Florence a quelque chose à dire avant. Donc, mais je sais plus, alors vas-y. Mais si, tu disais que tu t'es entourée de personnes. Ah bah oui, voilà, vous reconnaissez. C'est moi qui n'ai pas passé les slides. François Forget, voilà, ça fait partie des planétologues que j'ai consultés sur la bande dessinée. Voilà, vous retrouvez Lucie, Cyprien et donc Jérémy Saget, qui est la personne qui est encore dans les 100 candidats à Mars One et qui est médecin aérospatial en vrai. Et donc voilà. Et Romain Charles m'a aidé aussi, je l'ai consulté sur le scénario, qui non seulement s'occupe de Thomas Pesquet, enfin s'est occupé de Thomas Pesquet pendant sa mission. Si vous avez regardé l'arrivée de Thomas Pesquet sur Terre, c'est une des personnes qui l'ont sorti de la capsule et qui portait son siège. Voilà. Donc c'est lui, et non seulement donc il m'a aidé en termes d'informations autour des astronautes pour être complètement pas trop à côté de la plaque, mais en plus Romain Charles, il a fait la mission Mars 500, qui est encore une autre mission analogue où ils ont été enfermés pendant 520 jours pour simuler un voyage aller-retour sur Mars. Donc vraiment, j'ai blindé le scénario avec des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Et donc, fais-nous rire, Lucie. Non, mais je reviens. Moi, je ne suis pas super forte en blague, pas autant que Florence. Je les valide, c'est tout. Mais voilà, un jour, je suis rentrée d'une sortie astronomie, parce qu'on faisait des sorties astronomie, et j'ai retrouvé ma chambre comme ça, tapissée de post-it. Alors, bon, dans la vie de tous les jours, ça n'aurait pas forcément fait rire, parce qu'il faut enlever tous les post-it, etc. Mais bon, il ne se passait pas grand-chose quand même, de choses extérieures, de choses qui n'étaient pas prévues. Et donc, en rentrant, j'ai ri aux larmes, là aussi. Voilà, c'est une blague qui n'était pas très drôle, mais ça m'a fait beaucoup rire. Toutes les blagues étaient un petit peu comme ça. On essayait de se piéger les uns les autres. Et puis, on avait aussi un jeu, qui était le jeu du rover. Alors, c'était le petit rover qui est là, qui est aimanté. On avait beaucoup de structures aimantées dans la base. Et donc, à tour de rôle, on le cachait. Et il fallait que les membres d'équipage le trouvaient. Donc, le membre d'équipage qui le trouvait récoltait des points. Donc là, c'est nos initiales. Et bon, là, j'ai 8 points, mais en vrai, j'ai perdu le jeu. J'étais vraiment pas très forte à ce jeu-là. Donc, forcément, voilà, ça donnait lieu à des colibés. Tout le monde se moquait de moi. Je le trouvais jamais. Et donc, j'avais jamais l'opportunité de le cacher. Parce que, bien sûr, la personne qui le trouve, c'est la personne qui va le cacher. Et donc, à la fin de la mission, c'était vraiment toi la perdante? Oui. Ah ouais. Désolée, hein, excusez-moi, une petite humiliation publique comme ça mange pas de pain. Alors, donc il y a des trucs qu'on peut simuler. L'humour, donc du coup. Et il y a des trucs qu'on ne peut pas simuler. Et c'est justement ça qui m'a intéressée, parce que ce qu'on ne peut pas simuler, on essaye de faire des expériences de pensée pour essayer d'avancer un petit peu et voir comment on pourrait régler des problèmes qu'on ne peut pas régler sur Terre. Juste un exemple très concret de choses qu'on ne peut pas simuler dans une mission analogue, c'est comment la psyché humaine réagira quand les astronautes seront dans leur vaisseau, qu'ils ne verront plus la Terre et qu'ils ne verront pas encore Mars. Et que les étoiles tout autour d'eux, même s'ils vont très très vite entre la Terre et Mars, ne bougeront pas. Ils auront l'impression d'être immobiles
pendant 6 mois, pendant les 6 mois du voyage. Et à moins d'une accélération, évidemment. Et ça va être très très compliqué, sans doute, à gérer pour un humain, en fait. Voilà, on n'a pas l'impression d'avancer, on est là coincé dans une boîte de conserve pendant 6 mois, on voit plus la Terre, on est au milieu de nulle part, c'est le vide, c'est le noir, waouh, quoi. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas simuler. On ne peut pas simuler non plus la manière dont on réagira quand on posera le pied sur le sol martien après y avoir pensé pendant des dizaines d'années d'entraînement. Enfin bref, des tas de choses comme ça. Donc moi j'ai fait des tas d'expériences de pensée pour essayer d'avancer sur la question et de proposer des solutions. Voilà, à mon échelle évidemment, hein, mais en l'occurrence c'est vraiment des solutions personnelles. Je ne fais pas d'expérience scientifique que je répète, etc. Donc c'est pas dans un processus scientifique, c'est dans un processus artistique de travail de scénario. Et on disait tout à l'heure que les équipages étaient dans l'émission Analogue, ils étaient internationaux et ils le seront sans doute quand on ira sur Mars. Et c'est compliqué, enfin Romain m'en parlait aussi dans Mars 500, souvent il y avait des petites crises, des petites gestions de stress parce que justement les gens n'avaient pas la même culture. Des fois ils ne se comprenaient pas. C'est pas qu'ils mettaient de la mauvaise volonté, mais ils ne se comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas la même culture, la même manière de faire. Et donc je pense que c'est indispensable de trouver un point commun, un point culturel commun à tous les membres d'un équipage pour justement garder cette cohésion de l'équipage et éviter les gestions de crise et les situations de stress. Et donc du coup dans ma bande dessinée, voilà, j'ai mis des références à la pop culture que tout le monde a. Alors, par exemple, là, la base s'appelle Elon Musk, du nom du PDG de SpaceX, qui, je pense, apportera beaucoup dans les missions habitées, enfin dans les missions martiennes. Ça se passe en 2080, hein, il sera mort. Voilà, je fais une petite prospective comme ça et je me dis, Elon Musk sera sans doute quelqu'un sur qui on aura compté pour les missions martiennes. Et donc, du coup, j'ai appelé la base Elon Musk. Mais il n'y a pas seulement la base, il y a aussi les rovers, les vaisseaux, des objets qui forcément seront un petit peu comme des amis sur Mars. Parce que, donc, dans mon scénario, il y a 2 personnes en orbite autour de Mars et 4 personnes qui descendent. Mais voilà, pendant plus de 2 ans, ces 6 personnes-là ne verront pas d'autres visages humains. Jamais. Et donc, du coup, voilà, ils prendront les robots comme des amis, parce qu'ils ont des robots. Je pense que c'est important d'anthropomorphiser un petit peu les objets autour d'eux pour avoir ce lien-là. Et donc, du coup, il y aura le côté symbolique. Comment on nomme ces robots, comment on nomme ces vaisseaux, parce que aussi, on emportera une culture humaine sur Mars. Donc, il y aura forcément des gens qui réfléchiront à ça. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai mis des tas de références de pop culture. Par exemple, les rovers, donc ces gros machins, c'est des gros véhicules pour aller se balader sur Mars, pressurisés à l'intérieur et tout. Je me suis dit, on sera dans le futur. Mars, c'est un petit peu une photographie de la Terre du passé. Donc, futur, passé, voyage dans le temps. Je vais appeler mes rovers de noms de machines à voyager dans le temps. Donc, il y en a un qui s'appelle le DeLorean, comme dans Retour vers le futur, et l'autre qui s'appelle le TARDIS, comme Doctor Who. Et ça, c'est des références culturelles que des astronautes auront sans doute, ils auront sans doute les mêmes parce qu'ils baigneront tous un petit peu dans la science-fiction. J'ai appelé les vaisseaux, parce qu'il y en a 2, qui les emmènent sur Mars, Tereshkova, du nom de la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova, et l'autre, Robinson, Kim Stanley Robinson, l'auteur qui a écrit Mars, la rouge, la bleue, puis la verte. Non, la verte, puis la bleue. Enfin voilà, des références culturelles de livres, de cinéma, de science-fiction que tout le monde pourra avoir et qui mettront un petit peu de cohésion dans le groupe. Donc ça, c'est vraiment des symboles. Et en termes de gestion de stress aussi, dans mon scénario, je me suis dit, voilà, la santé physique sera tout aussi importante que la santé psychique. Ça, c'est vraiment un point, je pense, qui sera indispensable. Il ne faudra pas péter les plombs, quoi, parce que sinon, ça peut très très mal se terminer. Donc du coup, ouais, je veux bien, merci. Donc du coup, à un moment, voilà, ils vont faire une expérience scientifique, vraiment la seule expérience d'une scénario en fait, parce qu'il va se passer des trucs évidemment qui sont pas prévus, ils pourront pas en refaire. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils vont chanter un hymne martien et que sur la route, il se trouve que ils ont le cœur qui bat un peu plus fort. Et donc le psychiatre qui est en orbite leur demande, mais pourquoi votre cœur va plus vite? Est-ce que c'est en pente? Est-ce que vous êtes fatigué? Comment ça se passe, quoi? Et ils leur répondent non, en fait, on sait juste qu'on est sur Mars, on est ébloui par ce qu'on voit, on est très excité par ce qui se passe autour de nous, et c'est l'émotion, c'est vraiment l'émotion. Et là, le psychiatre dit stop, arrêtez-vous, laissez sortir cette émotion. Alors, ça paraît un petit peu
un petit peu niais, un petit peu bête, mais je pense que ça sera très très important d'écouter aussi ces émotions et de laisser sortir une énergie comme ça pour ne pas la garder et pour ne pas ensuite être désorienté comme on peut l'être en mission analogue, même en mission analogue, où voilà, enfin, quand on a trop d'énergie à l'intérieur, il faut un moment qu'elle sorte. Et donc là, il dit arrêtez tout et évacuez ça, courez, sautez, criez, faites ce que vous voulez, et ensuite repartez tranquillement, allez faire votre expérience d'hymne martien et de propagation du son dans l'atmosphère martienne. Et justement, j'ai une anecdote qui relie la fiction à la science. C'est que donc, vous voyez, je me suis entourée de spécialistes de Mars. Et donc, il y a cette expérience que j'ai imaginée pour les besoins du scénario. Donc, vraiment, mon travail d'auteur. Et je me suis dit, ben voilà, ils vont aller chanter un hymne martien. Ils l'auront déjà fait sur Terre. Et ils auront enregistré la propagation du son sur Terre, comment on enregistre, etc. Comment le son se propage dans l'atmosphère terrienne. Et ils vont faire la même expérience sur Mars. Et ils vont voir un petit peu la différence de propagation martienne, enfin de propagation du son dans l'atmosphère martienne et dans l'atmosphère terrestre. Donc il y a tout un protocole, etc. Et un des planétologues que j'ai consulté, je lui ai envoyé le protocole de l'expérience, et puis je lui ai dit, bah voilà, quels seraient les résultats à peu près, est-ce qu'on entendrait le son à peu près, je sais pas moi, 10 mètres plus près, ou enfin, comment ça se passe? J'ai pas les résultats, je suis pas scientifique, je sais pas le faire, qu'est-ce que t'en penses? Et puis je lui envoie ça, et puis au bout de 3 semaines, j'avais pas trop de réponses, j'attends encore un peu, puis au bout de 2 mois, je lui envoie un petit mail, je lui dis, mais écoute, tu auras une réponse et tout, je comprends que tu n'as pas le temps, comment ça se passe, où est-ce que tu en es, est-ce qu'il faut que je demande à quelqu'un d'autre? Et il me dit, non, mais en fait, je suis en train de faire l'expérience dans mon laboratoire. Et alors, évidemment, il ne peut pas aller sur Mars, mais il avait recréé, donc il a pris une chanson, Space Oddity, de David Bowie, et il avait enregistré, donc tant de décibels dans l'atmosphère terrienne, ok. Ensuite, il l'avait fait à l'intérieur d'un casque, puisque évidemment, les Martiens seront dans un scaphandre, donc voir un petit peu à combien de mètres on entendait à tant de décibels, enfin voilà, il a fait son protocole, il a recréé une atmosphère martienne. Il a diffusé la chanson, il en a fait tout un papier. Et un jour, il m'envoie un papier, mais avec des tas d'équations dans tous les sens. Moi, je ne pigeais rien du tout. Et en fait, il me dit, mais c'est super intéressant comme expérience. Voilà, je vais vraiment publier. Donc là, il est en train de remettre au propre. Et donc, du coup, c'est amusant parce que moi, de mon travail de scénariste, avec une expérience juste de penser, mais voilà, c'est une partie de son papier. Donc là, je vous ai mis un petit dessin parce que sinon, c'est des équations, c'est épouvantablement compliqué. Donc voilà, il a vraiment fait une véritable expérience scientifique à partir de quelque chose que j'avais imaginé, moi, dans mon travail d'auteur. Mais cette expérience du son, elle n'est pas totalement gratuite. Il y avait déjà un micro pour faire ce genre de test sur une des sondes qui s'appelait Mars Polar Lander, je crois, mais qui s'est malheureusement crashée. Et c'est marrant parce que quand il m'a envoyé son papier, genre quelques jours après, j'ai vu sur Twitter passer une annonce de proposition de thèse sur un micro qui serait envoyé sur Mars 2020, qui irait sur Mars en 2020. Et voilà, donc un micro, normalement, sera posé sur Mars 2020, la mission américaine de 2020. Donc comme quoi, on aura finalement la réponse dans quelques années. Donc on verra, il faudra comparer avec les résultats qui sont dans la BD et que Thomas m'a envoyé. Donc Florence vient de vous donner un petit aperçu des choses qu'elle a expérimenté par la pensée, qu'on ne peut pas tester directement dans des missions analogues. Et là, je vais vous parler un petit peu de ce que nous, on a observé d'un point de vue comportement psychologique dans les missions. Alors, je ne suis pas psychologue, donc ça va être plus des résultats qualitatifs et de ressentis personnels. Les résultats d'ailleurs, j'en profite pour le dire, les résultats sur les missions ICES. Donc les missions ICES, il y en a eu 5. La 5e est en cours. La première a eu lieu en 2013. Les résultats sont déjà publics. Et la mission à laquelle j'ai participé faisait partie d'une série de 3 missions de 4 mois, 8 mois et 12 mois. Les résultats ne sont pas encore sortis parce que ils ont besoin d'analyser les résultats des 3 missions. Et ça sortira peut-être l'année prochaine, mais voilà, il y a besoin d'analyser toutes ces données-là parce que c'est des missions qui vont de pair. On avait des équipages qui avaient des compositions un petit peu semblables et des tests similaires des tests psychologiques qui étaient similaires sur les 3 missions. Donc, donc ça c'est une photo qui n'est pas très très jolie. C'est pour illustrer les choses qui vont pas très bien dans ces missions-là, qui peuvent ne pas tourner trop rond. Donc là, elle est un peu morne cette photo. C'est notre équipe donc à Hawaï. Et
en fait, moi, ce que j'ai observé, à partir d'à peu près la moitié de la mission, c'est que j'avais des pertes de repères temporels. Donc dans la vie de tous les jours, ça ne m'arrive jamais. Et là, j'étais incapable de dire quand un événement s'était produit. S'il s'était produit la veille, donc même la veille, la veille ou un mois plus tôt ou 2 semaines plus tôt. Il y avait tout qui se mélangeait. C'était une espèce de brouillard permanent au niveau des repères temporels. Donc j'en ai parlé à mes coéquipiers, à peu près la même observation. Et en fait, on en a discuté, on a un petit peu réfléchi et on pense que c'est tout simplement dû au fait qu'on était toujours tous les 6, toujours au même endroit. Donc voilà, les mêmes personnes, le même endroit, on n'a aucun point de repère. C'est pas comme quand vous dites, mais bien sûr, c'était la semaine dernière parce que la veille, je suis allée prendre un café avec un tel et le lendemain, je suis allée au festival d'astronomie de Florence. Voilà. C'était pas ça du tout, vous pouvez pas. Donc, grosse perte de repères temporels. Et puis, il y avait aussi cette espèce de monotonie. Finalement, il se passait toujours à peu près la même chose. Les journées se ressemblaient. Parfois, il y avait des sorties extravéhiculaires, donc des sorties à l'extérieur. Là, ça rompait un petit peu la monotonie. Mais finalement, on se réveillait, on travaillait sur nos projets de recherche ou sur nos projets avec les écoles. Et puis, on mangeait et on travaillait à nouveau, on faisait du sport. Voilà. Donc, un emploi du temps une routine très bien définie. Et donc ça entraîne un manque de spontanéité. Et ça entraîne un manque de spontanéité aussi parce que on habitait là où on travaillait et on travaillait là où on habitait. Donc autant dans l'Utah, donc là c'est la pièce à vivre dans l'Utah. Donc vous voyez, il y a des ordinateurs. C'était la table où on mangeait, mais c'est aussi la table où on travaillait. Et là, de la même manière, à Hawaï, on est en train de travailler sur un projet en commun, et en fait, la table qui est en dessous, là, c'est la table sur laquelle on va manger le soir. Donc, avec les personnalités qu'on choisit pour ce genre de mission, qui ont tendance à travailler tout le temps, qui en général, il faut mettre un petit peu des stops, là, on était 6 à être dans un environnement de travail permanent, et donc, on en est arrivé à devoir prévoir les moments où on allait s'arrêter. Bon, samedi soir, vous faites rien, tous, on va se faire un film. On va se faire un jeu de société. Voilà. Il fallait qu'on note dans notre agenda, samedi soir, et on regarde le film sans les ordinateurs. Parce que de temps en temps, on regardait des films dans la semaine, mais tout le monde avait son ordinateur et continuait à travailler en regardant de l'autre œil le film. Donc ça, c'est une des choses qui était assez intéressante. Et puis, voilà. Parfois, il y avait des choses comme ça qui se passaient. Des moments spontanés de grosses blagues. Alors, c'était le 4 mai. Et le 4 mai, en américain, c'est May the 4th. Et May the 4th, c'est Star Wars. Donc, en fait, le 4 mai, aux États-Unis, c'est le jour de Star Wars. Et on s'en est rendu compte le matin. Ah, mais c'est le jour de Star Wars, on n'a rien fait. Ah, on a du travail. Et en fait, en 1 heure, on a mis en place des déguisements. Donc là, vous voyez, c'est des nouilles de piscine. Hein. Et puis voilà, la perceuse. Bon, ce qu'on avait sous la main, on a transformé ça assez rapidement, et puis on a fait une photo pour May the 4th be with you. Et ça nous a fait beaucoup rire. Donc voilà, des petits événements spontanés de temps en temps, mais globalement, ça c'est quelque chose qui a beaucoup manqué à certains de mes coéquipiers, de ne pas avoir cet appel de l'ami qui va dire « Allez, ce soir, on se fait un resto ». Alors juste sur la photo d'avant, Lucie était en Yoda. Hein, si vous ne l'aviez pas reconnue, voilà. Je la suis copine là. Sympa, vous savez. Voilà. Et je respire la joie de vivre sur cette photo. Bref. J'essaie de prendre un air sérieux, Yoda. Sur cette photo, la joie de vivre, tu respires. Donc. Oui, pardon. Bon, il y avait donc voilà, du coup, je parlais de resto juste avant. Donc on ne se faisait pas de resto. Mais chaque date qui était un petit peu importante, on essayait de la marquer. Donc là, c'était notre première célébration, c'était le 12 avril. Donc 12 avril, pour ceux qui suivent un petit peu, la Yuri's Night, l'anniversaire du premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin. Et donc on avait sorti la petite nappe avec les ballons, on avait mis des ballons, on avait même mis de la limonade dans nos verres, de l'orangeade. Fou, hein. Comment ? De l'orangeade, waouh, ouais, quelle célébration. Et un repas un petit peu spécial, voilà. Donc
Ça, on l'a fait pour notre premier mois dans la mission. Après, deuxième, troisième, et bon, quatrième, c'était la sortie, donc on l'a pas fait. Mais deuxième et troisième, on n'a pas vraiment, on n'y a pas pensé, on n'a pas pris le temps. On l'a fait pour l'anniversaire d'une de nos coéquipières. Et puis, on a fait des journées un petit peu spéciales pour les jours nationaux aussi. Donc, on avait les trois journées nationales qui tombaient pendant la mission, Canada Day, Independence Day, et puis le 14 juillet. Alors, en vrai, enfin, dans ma vie de tous les jours, le 14 juillet, bon, je vais parfois au feu d'artifice, mais je fais rien de spécial. Là, j'ai fait un repas spécialement français, j'ai essayé de faire des croissants, bon, ça n'a pas très bien réussi. J'ai fait des baguettes, et je leur ai montré un film français. Et donc voilà, on avait tous fait un truc très très spécial pour notre jour national. Et puis on avait même fait des photos à l'extérieur en scaphandre avec les drapeaux, tout ça. Donc voilà, c'était... en fait... ce qui est important dans ce genre de contexte, et je pense que ce sera quelque chose à probablement transcrire pour les futures missions martiennes habitées, c'est qu'on est dans des environnements qui sont, où on travaille tout le temps, où en plus on est toujours dans le même contexte, et donc dès qu'on a une occasion de célébrer quelque chose, il faut le faire, parce que ça permet juste de penser à autre chose, de relâcher un petit peu les pressions, enfin la pression, et de repartir. Je continue. Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, non. Ok. Donc là, c'était sur c'est une session de méditation en fait. Oui, ça c'est moi le machin là au premier plan. Ici. Ouais, moi je suis là, c'est pas beaucoup mieux. La photo est pas d'une qualité exceptionnelle, parce que bon, elle a été prise dans le noir. Donc c'était dans l'Utah pendant nos 2 semaines, et on a fait une session de méditation de 15 minutes. Donc ça a permis à l'équipe de faire une vraie pause pendant 15 minutes. Donc c'était très appréciable. Et donc c'est surtout, j'ai mis cette photo surtout parce que on voulait parler du fait que dans ce genre de mission, ce qu'on a appris énormément, c'est à gérer nos émotions dans un environnement confiné. Là, il n'est pas question de prendre ses baskets, d'aller faire un footing quand les coéquipiers commencent à nous taper sur le système. Voilà, il faut trouver d'autres solutions. La méditation, ça peut être une idée, mais il y a plein d'autres choses. Et puis, on a aussi appris à gérer les conflits en milieu confiné et à désamorcer les tensions avant que ce soit trop tard. Et puis à prendre du recul sur des attitudes qui peuvent être un petit peu agaçantes, qui dans la vie de tous les jours poseraient pas de problème, mais qui, dans ce contexte où on est les uns sur les autres, sont vraiment pas vraiment vivables. Et je vais vous raconter quelques anecdotes, et c'est rigolo, parce qu'à chaque fois, elles tournaient autour de la nourriture. Les situations qui nous agaçaient le plus, et à chaque fois, ça tournait autour de la nourriture. Il y avait aussi le travailler ensemble, qui était compliqué, parce qu'on est tous avec j'y reviendrai, mais on est tous avec des formations différentes, on va un peu imposer sa méthode. Mais autour de la nourriture, on a des anecdotes, j'ai des anecdotes assez sympas. Est-ce que tu penses que c'est parce qu'on est française ? Non, là c'était... non, il n'y avait pas que moi qui étais agacée par ces attitudes. Mais la première, c'était pendant la mission de 4 mois à Hawaï. On avait, dans notre premier ravitaillement, on a eu du gouda frais. Donc voilà, fromage frais alors qu'il n'y avait rien d'autre qui était frais. C'était un peu le cadeau de l'équipe de support. On vous donne un bout de gouda, où il y en avait 2, frais. Donc l'idée, c'était de manger le gouda quand on était tous ensemble. Donc là, j'avais introduit le concept de l'apéro avec des Nord-Américains. On coupait du fromage, on mangeait un petit peu, on faisait le pré-repas, donc ça les a beaucoup amusés. Le concept de l'apéro est resté. Et donc, c'était l'occasion de déguster le gouda tous ensemble. Et puis, on s'est aperçu, au bout d'une semaine, que le gouda, il descendait quand même très rapidement. Hein. Le bout qu'on avait dans le frigo, ça ne correspondait pas vraiment aux apéros qu'on avait fait. On n'avait pas fait tant que ça. Et on a pris un de nos coéquipiers en flagrant délit de se servir des bouts bien copieux de gouda dans le frigo. Et donc là, il a fallu le prendre à part, lui dire mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas du tout comme ça que ça se gère. On avait comme ça des aliments spéciaux qui n'étaient pas du tout en libre service et qui étaient justement réservés à ces jours un peu spéciaux, à ces célébrations. Et donc lui faire comprendre que son comportement n'était pas du tout approprié dans ce genre de mission, très égoïste. Et bon, après, il s'en était pas aperçu en fait. Donc, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et puis une autre petite anecdote. Pendant notre mission, on avait une des coéquipières qui ne supportait pas les plats épicés. C'était moi.
C'était Florence. Voilà. Et en fait, on a, dans la nourriture lyophilisée, ce qu'on a en très grande quantité, c'est des petits jalapeños, des petits piments. Et quand on les dose pas très bien, rapidement, enfin voilà, il suffit d'en mettre une quantité comme ça pour avoir un plat qui est très 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 épicé. Et les coéquipiers avec qui on était aimaient bien manger épicé, et même un tout petit peu. Et puis Florence, comme elle voulait pas les vexer, elle avait dit moi j'aime pas trop quand c'est beaucoup épicé. Donc j'ai dit on va épicer moins. Et donc les 4 premiers jours. Mais c'était encore trop. Voilà, les 4 premiers jours, elle n'a pas trop mangé. Et voilà, tout simplement parce que manque de communication, mais aussi manque un peu d'empathie envers les coéquipiers, et puis de dire ok, elle n'aime pas les plats épicés, je vais changer. Donc ça, c'est pas des choses qui sont forcément claires pour tout le monde, et de prendre en compte les sensibilités de chacun. Et c'est quelque chose qui me paraît assez important. Et puis pour les futurs, donc ça c'est, je commente l'image tout de suite, comme ça on enlève, donc on s'en débarrasse, Florence, moi, et le reste de l'équipage, on a des têtes un peu bizarres parce que c'était une caméra. C'était mon caméscope. Ouais, c'était ton caméscope qui était juste au-dessus. C'est une capture d'écran en fait d'un documentaire que j'ai fait et qui est sur ma chaîne que vous pouvez voir. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des têtes un petit peu bizarres. Mais c'était juste pour dire que pour la sélection des futurs équipages, quelque chose qui me semble très très important, c'est de sélectionner des gens, pas seulement pour leur expertise ou le fait qu'ils soient les meilleurs dans leur domaine, mais pour leur capacité à se mettre de côté, à mettre leur ego de côté et être capable de travailler ensemble et de faire toujours passer l'intérêt de la mission et l'intérêt du groupe avant leur confort et leur intérêt personnel. C'est le même principe qu'une équipe de rugby. Hein. Vous pouvez choisir les meilleurs joueurs à travers le monde, les 15 meilleurs joueurs. S'ils ont un ego comme ça et qu'ils ont juste une envie, c'est d'aller marquer l'essai, vous marquerez 0 essai de tout le match. Donc là, c'est le même principe. On veut avoir des gens qui soient capables de travailler ensemble, de toujours faire passer l'intérêt du groupe avant leur intérêt, c'est-à-dire les apéros avec le gouda avant de vouloir manger du gouda tout seul, et surtout d'être capable de se mettre en retrait et de dire oui, effectivement, ta solution est la meilleure. Et ça, c'est ce qu'on a expérimenté un petit peu en travaillant en groupe. On a tous des formations qui sont très différentes, des gens qui sont convaincus que leur méthode forcément est la bonne, et on nous faisait travailler sur des sujets qui étaient nouveaux pour nous. Et donc finalement, on ne connaissait pas l'approche optimale. Donc finalement, toutes les approches étaient valables. Mais il y avait toujours des gens qui voulaient un peu imposer leur méthode. Et ça c'est des choses qui sont problématiques et qui sont vraiment source de tension dans les groupes. Si vous avez déjà travaillé sur des projets multidisciplinaires, vous savez à quel point c'est compliqué. Chaque discipline, les ingénieurs pensent qu'ils savent tout faire, les scientifiques de l'autre côté veulent aussi imposer leur méthode parce qu'ils sont plus rigoureux. Enfin voilà, donc tout le monde se dispute un petit peu. Et il faut réussir à se dire, non, sa méthode est aussi valable. Je suis pas, j'ai pas la science infuse et je peux faire des erreurs. Donc ça, c'est des aspects de personnalité qui j'enfonce peut-être des portes ouvertes, hein, mais pour moi, c'est vraiment les aspects qui sont ressortis de ces simulations. C'est si on veut avoir des missions habitées qui sont un succès vers Mars, il faut des gens. Il ne faut pas juste sélectionner les gens les plus brillants, il faut sélectionner des gens qui travaillent ensemble. Oui, c'est le principal défi, hein. C'est vraiment le principal défi, c'est comment constituer un équipage d'autant de personnes, tous aussi brillants les uns que les autres, et que ça se passe bien pendant plus de 2 ans. Donc moi j'ai trouvé une solution, ça s'appelle le code licorne, c'est une magnifique licorne, voilà. Dessinée par Erwan, mon dessinateur, 3615 code licorne parce que je suis un peu vieille et que j'ai connu bien le Minitel, et donc c'est la blague. Mais voilà, le code. Alors je vais retourner un peu en arrière, c'est-à-dire que voilà, on a ces 6 personnages, ces 3 hommes, ces 3 femmes, de nationalités différentes, qui ont des compétences différentes. Et évidemment, c'est pas décrit dans la BD parce que je pouvais pas tout dire, mais moi quand j'ai créé ces personnages, je me suis dit voilà, j'ai imaginé
mentionner que les agences spatiales qui ont fait cette mission ont fait un appel à candidature d'astronautes, comme d'habitude, et qu'ils ont sélectionné tout un tas de gens, et puis qu'ils leur ont fait faire des travaux de groupe, enfin voilà, des missions de, j'en sais rien, de survie, je sais pas où, et ils ont un peu laissé faire, et ils ont repéré le groupe de 6 personnes qui, naturellement, devenaient amis, devenaient de plus en plus proches, et donc voilà, donc que ça se fasse naturellement, et pas de manière artificielle, parce que je ne sais pas si ça pourrait marcher. Mais encore une fois, c'est un parti pris personnel. Donc voilà, naturellement, les personnes qui s'entendent le mieux et qui créent comme ça un petit microcosme, qui s'entendent bien les uns avec les autres. Alors 6 personnes, c'est un peu compliqué, mais si on dit voilà, aux candidats, voilà, ce sera un équipage de 3 hommes, 3 femmes, bon, voilà, ça, je pense que psychologiquement, inconsciemment, ça se ferait comme ça. Et donc voilà, et une fois qu'on a ce groupe de 6 personnes, on les sélectionne, on leur dit ok, ce sera vous qui irez sur Mars pour cette première mission habitée, et on va vous entraîner pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, il y a évidemment 15 ans d'entraînement, donc des choses très difficiles, des environnements extrêmes. Ils vont s'entraîner en Antarctique, ils vont s'entraîner sur la Lune, ils vont s'entraîner, enfin voilà, toujours tous les 6 pour vraiment gérer les liens entre les uns et les autres. Et naturellement, dans ma tête, voilà, j'ai un peu laissé tourner ça comme un ordinateur avec des algorithmes. Et il s'est imposé naturellement que ces 6 personnes devenaient intimes toutes les unes avec les autres. Et donc, c'est un équipage composé de gens qui sont à la fois amis et amants. Et en plus, c'est une question qui, évidemment, est délicate à poser aux astronautes ou aux gens qui travaillent avec eux, c'est la sexualité. Tout le monde se pose la question ici, j'imagine. Moi, la première, je me dis, mais voilà, dans une mission de plusieurs mois, voire de 2-3 ans, comment ça va se passer ? Et les astronautes, enfin, j'ai eu l'occasion de parler avec un astronaute qui a fait la mission Apollo 15 dernièrement, et qui m'a dit, ben voilà, moi, envoyez-moi vers Mars. Je suis vieux, c'est bon, c'est pas grave si je meurs, et puis en plus, si on m'avait proposé ça à l'âge de 30 ans, j'aurais eu des difficultés à rester célibataire pendant plus de 3 mois. Donc bon, si lui le dit, c'est que la question n'est pas idiote, qu'il faudra gérer ça. Donc pour ne pas que la sexualité ou la vie intime soit un problème, ben moi j'en ai fait la solution. Et donc le code licorne, c'est un petit peu un code pour dire voilà, on l'enclenche, ça veut dire que j'ai besoin d'intimité et qu'il ne faut pas me déranger. Ou alors que nous avons besoin d'intimité et qu'il ne faut pas nous déranger, sauf en cas évidemment d'extrême urgence, où il y a une dépressurisation, je ne sais pas, voilà. Mais comme c'est des gens qui resteront enfermés dans un milieu clos, dangereux, etc., ils auront forcément besoin, à un moment qu'on ne les dérange pas, des moments pour eux, etc., où ils seront sûrs et certains qu'ils ne seront pas dérangés. Donc du coup, j'ai créé le code licorne à enclencher pour une ou plusieurs personnes, 2, 3, 1000, bref, voilà. Et donc, du coup, comme ils veulent. Et dans le scénario, il y en a un qui l'enclenche. Donc, slide, voilà. Sam, je ne vous dis pas avec qui. Et donc, voilà. Donc, il l'active. Et une fois qu'on n'a plus besoin d'intimité, on le désactive pour dire à ses camarades, c'est bon, on est à nouveau joignable, on peut venir nous demander, j'en sais pas, un stylo ou d'aller voir une étoile qui brille, qui est jolie, j'en sais rien. Donc, voilà, il le désactive. Et ce qui me semblait aussi important, voilà, c'est un scénario qui mêle donc fiction et vulgarisation, et je me suis, voilà, il fallait vulgariser certains principes, et il se trouve qu'entre la Terre et Mars, c'est pas la même force de gravité. Sur Terre, on a une gravité 1, voilà, parce qu'on est ici, et sur Mars, on a une gravité 0,38. Donc, en gros, à une vache près, on divise son poids par 3. Et je me suis dit, voilà, comment je vais faire pour expliquer un petit peu cette différence de gravité, comment ça interagira sur la vie de l'équipage. Et j'avais pas envie de faire un cours sur la différence entre le poids et la masse. Bon, c'était pas très sexy. Donc je me suis dit, au fait, la sexualité, mais c'est très bien ça comme expérience de pensée. Donc comment on gérera la sexualité en gravité martienne ? Comment, avec un poids divisé par 3, on fera ? Est-ce que ça posera un problème ? Est-ce que ça n'en posera pas ? Donc voilà, j'ai fait tourner l'expérience dans mon petit cerveau. J'ai un métier formidable. Hein. Moi, je suis très contente de faire ce métier. Hein. Voilà. Et j'ai trouvé des solutions que je ne vous montrerai pas ici, parce que ce n'est pas le sujet. Mais j'ai trouvé des solutions. J'ai réfléchi à tout ça. Et il se trouve que quelque chose qui m'avait vraiment marqué dans ma mission à MDRS avec Lucie, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait le moindre machin, on débriefait. Mais on débriefait sur la bouffe, on débriefait sur les combinaisons, on débriefait sur une sortie, on débriefait sur tout, sur la séance de sport, tout ça. Et on passait nos journées à débriefer. Je me suis dit, alors, juste une petite précision, on n'a pas eu d'expérience Code Licorne pendant la mission, que les choses soient claires. Voilà.
Parce je que ne sais là, pas. vu comme c'était amené, bon, je sentais les questions après, donc pas d'expérience comme ça. Et sur ICES, bon bref, peu importe. Moi, je ne sais pas, j'y étais pas. Mais donc les débriefs, et je me suis dit à un moment dans ma BD, il faudra que je mette un débrief, c'est obligé, et puis pour le truc le plus improbable du monde, parce que sinon ce serait pas drôle. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils débriefent le code licorne. Pour des questions de sécurité voilà, un débrief. Ils débriefent tout et n'importe quoi dans le spatial. C'est fou, ils débriefent tout. Et même les astronautes qui vont, des missions Apollo, qui sont allés sur la Lune, ce monsieur m'a raconté que les 3 semaines d'après leur retour, ils débriefaient du matin jusqu'au soir. Le moindre boulon, le moindre protocole, le moindre truc, pour améliorer aussi les futures missions. Mais être astronaute, c'est aller dans l'espace et puis passer l'intégralité de son temps à débriefer. Donc j'ai mis un débrief sur le truc le plus improbable que j'ai trouvé. Donc du coup, j'ai intégré cette question de la sexualité à différents niveaux parce que ça me paraissait important. Moi, je peux le faire parce que je suis scénariste, je fais ce que je veux. C'est des questions qui de toute façon se poseront. Donc j'ai essayé d'apporter quelques solutions. Je ne sais pas si ça servira, mais en tout cas j'ai essayé. Et ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est que certes le personnage principal me ressemble beaucoup, mais il faut savoir que tous les autres personnages sont moi aussi. Et il y a un moment où il y a un des personnages qui doit se réveiller toutes les heures pendant une nuit. Il doit se réveiller à chaque heure. Et il se trouve que j'étais tellement en empathie avec ce personnage quand j'ai écrit ce passage que la nuit suivante, quand je suis allée me coucher, je me suis réveillée toutes les heures. J'ai vu toutes les heures, 3h17, 4h17, 5h17. Je me suis réveillée toutes les heures. Donc c'est fou comme quand, en tant qu'auteur, on est tellement en empathie avec ces personnages, avec ce qui se passe là-bas. Ça se retranscrit dans la vraie vie, quoi. Alors que j'avais absolument pas besoin de me réveiller toutes les heures. Dans la vraie vie, ça n'avait aucun sens. Donc c'était un petit peu fatigant cette nuit-là, mais voilà, voilà le point où on en arrive quand on essaye vraiment de se mettre en condition, de faire des expériences de pensée pour arriver à des solutions qui pourront peut-être aider des futures missions. Et il y a aussi un autre truc, c'est que à un moment, nos personnages, ils nous échappent quand ils sont bien définis. Et il y a une question qu'on ne peut pas tester ici, sur Terre, et qui sera très important quand on ira sur Mars, c'est comment on réagira quand on posera le premier pied sur Mars, après y avoir pensé pendant 15 ans, après y avoir rêvé pendant des centaines d'années en tant qu'espèce. Comment on réagira, comment psychologiquement chacun des personnages le gérera. Et il se trouve que malgré moi, je me suis rendu compte à un moment que tous pétaient les plombs. Et je me suis dit, mais tiens, c'est marrant, ils pètent les plombs. Et j'ai fait un lien, je me suis dit, mais ça doit être une sorte de syndrome martien, ou je sais pas. Et donc j'ai intégré ça alors que c'était pas du tout prévu. Et donc du coup, si on peut passer à la slide, voilà. Donc du coup, ils pètent tous les plombs, mais chacun à leur manière. Hein. C'est pas du tout les mêmes pétages de plomb, mais n'empêche qu'ils pètent tous les plombs à un moment donné. Et voilà. Donc c'est un petit peu, c'est Mars qui les rend complètement dingues. Et il y a vraiment ce lien quasi, pas intime, mais c'est un lien très très fort vraiment avec cette planète qui est épouvantablement hostile et qui en même temps les attire beaucoup. On arrive à la fin. Voilà, alors en fait, ça c'est une des premières images de la BD. Et ça, c'est une des premières images, mais malheureusement, on n'y est pas encore. Là, on est donc ça se passe en 2080, et pour l'instant, pour le temps qu'on voit cette image, je pense qu'il se passera encore quelques dizaines d'années, mais peut-être que Lucie est plus dans le domaine et aura une date plus précise à vous donner. Je n'ai pas de date précise parce que je ne vois pas dans le futur. Mais les dates qui sont avancées par la NASA, c'est fin des années 2030, début des années 2040. Bon, il y a encore énormément de choses à faire d'ici là. Je ne peux pas parler pour les autres domaines de recherche. Par contre, en ce qui concerne les systèmes de support de vie, on n'est pas encore capable à l'heure actuelle de maintenir un équipage en vie pendant plusieurs mois à la surface de Mars. En tout cas, ce que je trouve intéressant et ce dont on a parlé ce soir, pour vous donner un petit aperçu des missions analogues, c'est que avant ces premières missions habitées, même s'il y a encore énormément de verrous technologiques et de développement technologique à faire avant de pouvoir poser le premier pied sur Mars, on peut en tout cas utiliser ces simulations martiennes pour faire des expériences en terrain quasi réel. Donc, regardez la psychologie de l'équipage,
regarder comment les équipages évoluent, comment les dynamiques de groupe évoluent. Et ça c'est important parce que si on veut se mettre dans un cadre, si on veut faire ces études pour des missions martiennes, il faut que le cadre ressemble un petit peu. On pourrait, bien sûr, il y a énormément de données sur les sous-marins, sur les gens qui sont en Antarctique, mais on ne se place pas dans un cadre de mission martienne. Donc, c'est des données qui sont légèrement différentes. Donc ça, c'est l'intérêt des missions analogues, et on peut continuer à faire ça avant de poser le premier pied sur la surface de Mars. Et une autre chose que je voulais souligner, c'est l'importance des travaux des auteurs de science-fiction, comme celui de Florence qu'elle vous a présenté ce soir. C'est qu'elle s'est inspirée de tout ce qu'elle a lu, ce qui se faisait au niveau technique pour aller sur Mars. Elle a participé à une mission analogue. Elle s'en est nourrie, elle a écrit sa BD et elle est allée plus loin. Et ce qu'elle a imaginé, on pourra s'en inspirer, nous scientifiques, pour imaginer les futures missions habitées sur Mars. Et donc c'est un cycle comme ça, chacun se nourrit, et je trouve ça vraiment très très intéressant. Ben merci, et comme effectivement on se nourrit les uns des autres, j'ai dédié la BD à Lucie. Et à toutes les personnes qui, comme elle, rapprochent l'horizon martien un peu plus chaque jour, parce que en plus c'est grâce à Lucie que j'ai fait cette mission dans l'Utah, donc merci à toi. Et moi, j'ai mis cette mission en 2080 parce que, dans un souci de crédibilité, je me suis dit, il y a de grandes chances qu'on passe d'abord par la Lune avant d'aller sur Mars. C'est ce qui se dessine en vrai, là, tous les jours, au niveau des agences spatiales. Et donc, du coup, moi, je vous avoue, les amis, 2030, 2040, j'y crois pas beaucoup. Enfin, j'aimerais y croire, mais malheureusement, j'y crois pas beaucoup. Et donc, en essayant de monter cette mission, donc d'abord aller sur la Lune, que ça fonctionne, etc., que ça tourne bien, et puis ensuite monter les missions, envoyer en amont de quoi nourrir les équipages, en amont de quoi faire gonfler les modules, de fabriquer la base avec les modules gonflables de manière robotique, donc de loin, sachant que pour aller sur Mars, on ne peut pas y aller comme ça, on ne peut pas décoller quand on veut, il faut attendre 2 ans pour que la configuration soit la bonne. Donc bref, j'ai fait des calculs comme ça, j'ai monté toute une mission et le temps qu'il fallait pour effectivement que tout soit prêt là-bas avant que les premiers humains arrivent, et je suis arrivée à 2080. Alors c'est peut-être un peu pessimiste, je l'espère, mais en tout cas, dans un souci de crédibilité, je ne pouvais pas la mettre à la fin des années 2030. Et donc, donc entre 2030 et 2050, je ne sais pas, on espère que ça se fera. En tout cas, on espère tous ici, je pense, voir ça de notre vivant. Et en espérant que ça arrive, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Merci.